Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Du 23 septembre au 2 octobre, un homme d'affaires, Sadri Fegayer, était jugé par le tribunal judiciaire de Paris pour pratique commerciale trompeuse. Cet homme est milliardaire, sa fortune était estimée en 2023 par le magazine Challenge à 1,4 milliard d'euros. Il est accusé d'avoir prélevé des montants indus sur les comptes en banque de milliers de Français à travers plusieurs de ses sociétés comme Upside Store, Las Fam, For You ou encore Serena. À la fin du procès, la procureure a demandé à son encontre une peine de 2 ans de prison, dont 18 mois fermes. Qui est Sadri Fegayer? De quoi est-il accusé? Et pourquoi cette affaire n'est probablement pas terminée? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Inès de Rouzier du service vidéo du Parisien. Elle a enquêté plusieurs semaines sur ce sujet. Inès de Rouzier, l'affaire que vous allez nous raconter a été jugée entre le 23 septembre et le 2 octobre devant le tribunal judiciaire de Paris. Décrivez-nous l'ambiance, on est où d'abord? On est dans le nouveau tribunal judiciaire de Paris. L'ambiance est assez fébrile, il y a beaucoup de parties civiles qui sont présentes. Donc au total, il y a 1600 parties civiles, donc ça veut dire 1600 victimes potentielles. C'est énorme. Les avocats des parties civiles me disent que c'est vraiment un procès hors norme et que c'est du jamais vu. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement. La salle d'audience, elle est pleine. Les parties civiles qui sont présentes, elles vont trouver ça important de tenir celles qui n'ont pas pu se déplacer au courant de ce qui se passe. Et en fait, elles sont toutes inscrites sur des groupes d'entraide sur Facebook, des groupes d'entraide de victimes. Et tous les jours, elles vont se tenir au courant de ce qui se passe. L'homme d'affaires qui est jugé pour pratique commerciale trompeuse s'appelle Sadri Fegayer, il a 45 ans et pendant longtemps, son histoire était une success story. Il est devenu très riche alors qu'il est issu d'une famille modeste. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance et de son parcours ? Alors on sait qu'il a grandi dans une cité de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Ses parents sont originaires de Tunisie. Donc son père est chauffeur routier, sa mère femme de ménage, donc il grandit dans une famille plutôt modeste. À l'école, il réussit bien, il obtient un BTS en assurance. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir ce monde des assurances. Sadri Fegayer a réussi à devenir milliardaire, il a réussi à intégrer le classement des 100 plus grandes fortunes françaises. Oui, en effet, en 2018, le magazine Challenge publie son classement, comme à son habitude, donc des plus grandes fortunes de France. Et Sadri Fegayer fait son apparition dans ce classement. Donc il est en 71e position, et avec une fortune estimée à 1,4 milliard d'euros. Comment est-ce qu'il a réussi à faire fortune ? Alors lui, il se décrit comme un gros travailleur, il fume pas, il ne boit pas, il se concentre vraiment à la réussite de ses entreprises. Il commence à faire ça très jeune, en 1998, il a seulement 20 ans, et il réussit à convaincre une banque de lui faire un prêt de 50 000 francs. Avec ça, il va ouvrir une boutique de vente de téléphones et d'abonnements sous l'enseigne SFR. Donc cette boutique, il va l'ouvrir à Romans-sur-Isère. 10 ans plus tard, il en aura 5 des boutiques comme celle-là. Il va finir par les revendre en 2005, et c'est là qu'il va vraiment se lancer dans les assurances pour téléphone portable avec sa société qui s'appelle Las Fam, qui est aujourd'hui connue sous le nom d'Indexia. Et ça, la vente d'assurance pour téléphone portable, c'est ce qui va faire sa richesse. Oui, son entreprise, elle va croître très rapidement parce qu'en fait, on est un petit peu avant les années 2010. C'est là qu'on va voir apparaître les premiers smartphones. Ça coûte cher, ça peut se casser facilement et les gens ont envie de se protéger et de pouvoir assurer leur téléphone. Et plus tard, ces assurances, donc via son entreprise SFAM, elles vont carrément être proposées dans les Fnac. En 2017, quand les clients vont acheter un produit multimédia, que ce soit un téléphone portable ou une tablette, à la Fnac ou chez Darty, on va leur proposer un contrat d'assurance SFAM pour protéger leurs nouveaux biens. Et en 2018, son entreprise est devenue tellement grosse qu'il peut racheter une partie de la Fnac. Il va rentrer au capital de Fnac Darty et il va acheter 11,34% des parts, ce qui est énorme. Mais dès cette année-là, donc 2018, une enquête est ouverte sur lui par la répression des fraudes, la DGCCRF. Pourquoi ? On commence à avoir des témoignages de clients mécontents, ils se sentent floués. En fait, ce qui se passe, c'est quand ils vont acheter un produit multimédia à la Fnac, on va leur proposer donc l'assurance de Las Fam, mais la façon dont les choses sont présentées fait qu'ils ne comprennent pas qu'ils souscrivent à une assurance. On va leur présenter ce contrat comme une offre de remboursement de 30 € sans engagement, alors qu'en fait, l'enquête de la DGCCRF va montrer que c'est pas vrai. C'est une assurance où ils sont engagés pendant au moins 1 an, et pour résilier ce contrat, c'est très compliqué.
Suite à cette enquête, en 2019, Sadrife Gaillère est obligé de verser à l'État une forte somme d'argent. Oui, la sanction, elle est assez inédite. En fait, il va être condamné à payer une amende de 10 millions d'euros pour pratique commerciale trompeuse. En 2020, Sadrife Gaillère rebondit en ouvrant des boutiques dans plusieurs villes de France, boutiques baptisées Upside Store. De quoi il s'agit? Quel est le service proposé en apparence? Il y a plusieurs boutiques Upside Store qui vont ouvrir partout en France, mais la plupart sont à Paris et en Île-de-France. Il y en a même une qui va ouvrir sur le boulevard Haussmann. Ces magasins, ils attirent l'œil, ils sont très éclairés. Ces boutiques, elles se présentent comme des boutiques de vente d'objets high-tech reconditionnés. Là où ils se font connaître surtout, c'est par leur méthode marketing qui va très bien marcher. En fait, ils vont poster des salariés devant les boutiques. Ces salariés, ils vont interpeller les gens dans la rue en leur disant si vous entrez dans notre boutique et que vous regardez ce qu'on vous vend, vous aurez une enceinte gratuite ou un chargeur externe gratuit. Et en fait, quand ces clients vont rentrer dans la boutique, on ne va pas forcément leur parler des produits reconditionnés qui sont vendus, on va leur parler de tous les contrats que vendent Upside. Alors, ils vendent plusieurs sortes de contrats, donc des contrats d'assurance pour les produits high-tech, les téléphones, les tablettes, les télés, etc. Ils vont aussi vendre des packs fidélité. Ces packs fidélité, ils vont comprendre plusieurs services, comme par exemple des réductions pour l'achat de produits dans leur magasin, des cartes cadeaux pour faire des voyages, ou encore des assurances pour leur téléphone. On a besoin de la carte de fidélité du magasin. C'est une carte qui va vous donner 3 avantages. Le premier, c'est 1400 € de carte cadeau à dépenser en magasin. Le dernier avantage, ça va être une carte de voyage de 1000 €, tout en sachant qu'on commence toujours à la gratuité. Mais dans les années qui suivent, beaucoup de clients se plaignent d'Upside Store. Pourquoi ? En fait, les clients, ils vont expliquer que quand ils sont dans la boutique, on va les encourager à donner leur RIB, donc leurs coordonnées bancaires, et à souscrire à ces contrats d'assurance et ces contrats de fidélité. On leur dit que c'est sans engagement, que c'est résiliable vraiment à tout moment, donc ils sont même pas obligés de débourser 1 centime le premier mois. Sauf qu'en fait, ils vont se rendre compte que c'est très compliqué de joindre l'entreprise et de résilier leur contrat. Et certains vont même se rendre compte qu'ils vont être prélevés plusieurs fois par mois au lieu d'une fois. Les sommes ne sont jamais les mêmes et elles augmentent. En novembre 2022, un couple qui se plaint d'Upside Store témoigne dans un reportage vidéo du Parisien. Philippe, 48 ans, et Marianne, 26 ans. Qu'est-ce qu'ils racontent ? La première fois qu'ils rentrent dans une boutique Upside, c'est en mai 2022. Ce qui les attire justement, c'est cette offre d'enceintes gratuites et de batteries externes gratuites. Ils ressortent de la boutique en pensant avoir souscrit à un pack fidélité, donc qui leur donne droit à une assurance pour leur téléphone, à un pass location pour des objets high-tech et une aide à la création de sites internet. Mais en rentrant chez eux, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont souscrit à 5 contrats différents, dont des assurances. Et eux, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'on les a pas mis au courant, ils n'avaient jamais entendu parler de ces assurances. Au jour d'aujourd'hui, je comprends toujours pas les sommes qui ont été prélevées sur mon compte par rapport au contrat en fait. Je comprends toujours pas pourquoi il y a 8 mandataires qui prélèvent sur notre compte alors qu'il y a 5 contrats. Au total, ils vont être prélevés de 800 € chacun alors qu'ils pensaient qu'ils allaient être prélevés d'une centaine d'euros mensuellement. La répression des fraudes qu'on a déjà évoquée ouvre une deuxième enquête pour pratiques commerciales trompeuses. C'est cette enquête qui va aboutir au procès de cet automne 2024 dont on va reparler. Autre conséquence, plusieurs sociétés de Sadrife Gaillère, dont la SFAM, l'entité historique de l'entreprise, sont placées en liquidation judiciaire au printemps 2024. Mais Inès de Rouzier, l'histoire ne s'arrête pas là. Des anciennes victimes d'Upside Store sont à nouveau prélevées pendant l'été et au mois de septembre. Parmi ces victimes, un homme que vous avez rencontré. Il s'appelle Samuel. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, Samuel, il a 27 ans, il est commercial, il habite à Nice, donc il me reçoit chez lui. Il a été victime des pratiques commerciales trompeuses d'Upside Store et il garde un souvenir très amer de cette période-là. Il a été victime d'Upside Store en 2022. Il a été prélevé de 300 € en l'espace de 4 mois avant de faire opposition auprès de sa banque à ce prélèvement. À la fin du mois d'août, il reçoit un mail surprenant. Oui, en fait, il va me raconter qu'à 2h du matin, le 31 août, il va recevoir un mail de la part d'une société qui s'appelle Equestrian Cup. Donc à première vue, ça a l'air de concerner les chevaux. Dans ce mail, on lui explique que son inscription à l'abonnement Equestrian Cup a bien été pris en compte et en pièce jointe, il va avoir un contrat qui contient ses informations personnelles et qui est signé de son nom. En fait, à la place de signature client, il y a marqué « approuvé au téléphone à telle date », donc c'est une date en août.
Et lui, il explique qu'on l'a jamais appelé à cette date-là, qu'il a jamais approuvé la signature d'aucun contrat. C'est un contrat de souscription à une offre qui comprend plein de services, dont un abonnement pour aller voir des compétitions de chevaux, pour aller voir des événements culturels, mais il y a aussi un service de conciergerie. Alors Samuel, il me dit qu'il n'a jamais entendu parler de cette entreprise, que ces services ne l'intéressent pas du tout. Il est vraiment très étonné de voir ce contrat signé de son nom. Et il n'aime même pas les chevaux. Comment est-ce qu'il a réagi quand il voit Smile et ce contrat qu'il a soi-disant signé ? Il m'explique qu'il était très en colère. Il comprend pas qu'on ait pu signer un contrat à sa place. Ils ont pris du coup mon identité, ma signature, mes informations personnelles pour un contrat auquel je n'ai absolument donné aucune validation. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler sa banque. Sa banque connaît son historique, connaît son histoire avec Upside. Ils vont tout de suite faire opposition au prélèvement. Le problème, c'est qu'il y a 2 prélèvements qui ont le temps de passer en septembre, un de à peu près 55 € et un autre d'à peu près 50 €. Ça va le mettre en difficulté. Il m'a dit que ça l'a mis à découvert à ce moment-là. Mais la banque réagit tout de suite, le rembourse et met fin au prélèvement. Et lui, il mène déjà sa petite enquête. Oui, parce qu'en fait, ça lui rappelle beaucoup les méthodes d'Upside, parce que sur le papier, Equestrian Cup n'appartient pas à Sadriff et Gaillard, et comme ça, il n'y a pas de lien entre les deux. Mais il m'explique que le site internet, ça ressemble au site internet que pouvaient avoir des entreprises donc de l'ASFAM, donc des entreprises de Sadriff et Gaillard. Et ça va même plus loin, parce que quand on est sur le site d'Equestrian Cup, et quand on regarde en bas de la page, on voit qu'il y a des avis clients, et ces avis clients, ils parlent d'une entreprise qui s'appelle Serena. Donc ils parlent pas d'Equestrian Cup, ils parlent de Serena, qui est une entreprise de Sadriff et Gaillard. Comme s'il y avait eu un copier-coller en clair. Exactement, c'est ce qu'il me dit, il a l'impression d'un copier-coller, et puis les services proposés, ça ressemble aux services qui étaient proposés par Upside. Et surtout, là, ce qui va lui ôter tout doute, c'est qu'il voit qu'il y a une faute de frappe à son adresse. On retrouve la même faute de frappe sur son contrat Upside. Donc pour lui, qu'est-ce qui a pu se passer ? Lui, ce qu'il suppose, c'est que ses données personnelles, ses coordonnées bancaires, qui étaient détenues par donc l'ASFAM, l'entreprise de Sadriff et Gaillard, il suppose que ces données, elles ont été données ou vendues à Equestrian Cup. Equestrian Cup est une société belge et l'homme à qui appartient cette entreprise s'appelle Nicolas De Ridder. Qui est-il ? Nicolas De Ridder, il est belge, il est passionné d'équitation et il essaie de faire carrière dans l'organisation de compétitions équestres. Sur les réseaux sociaux, il s'affiche en train de sabrer du champagne, il a l'air d'un homme qui a réussi, qui est riche. Et il organise des compétitions équestres. Oui, alors il en a organisé en Belgique, mais depuis au moins octobre 2023, il en organise dans le sud de la France. Et en fait, quand on fait quelques recherches sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il connaît très bien Sadriff et Gaillard. Sadriff et Gaillard est lui aussi passionné d'équitation. Il organise des compétitions de saut d'obstacles de chevaux dans son haras, le haras des Grillons, qui est situé près de Valence. Il en organise aussi dans le haras de Grimaud, près de Saint-Tropez. Inès de Rousier, vous avez pu interviewer un loueur de matériel basé dans le Var qui a eu affaire à cet homme, donc Nicolas De Ridder, au mois d'avril 2024. Comment ça s'est passé ? Donc ce loueur, il s'appelle Romain et en fait il va louer des machines de manutention à Nicolas De Ridder pour monter des gradins en vue de l'organisation d'une compétition équestre. Donc la première fois qu'il le rencontre, c'est pour louer une machine. Il me dit que c'est quelqu'un qui présente bien, il arrive, il a plusieurs cartes bancaires, dont des black cards. Ce jour-là, il y a un client de Romain qui est présent à la boutique et qui lui dit qu'il a déjà vu Nicolas De Ridder participer à des soirées festives très chic à Saint-Tropez. Donc il se dit que c'est un client sérieux. Mais ça ne se passe pas si facilement que ça. Non, en fait, il va avoir des premiers doutes parce qu'en fait, il va lui demander une caution pour la location du matériel. Et il va finir par réussir à prélever 1 000 € de caution, donc 500 € sur 2 cartes bancaires différentes. Par la suite, Nicolas De Ridder donc, va louer sa machine et va décider de prolonger la location et d'en louer d'autres. Donc au total, il doit 9 000 € à Romain. Et en fait, Romain ne va jamais être payé. Malgré ses relances, Nicolas De Ridder essayait d'abord de gagner du temps et puis a fini par arrêter de lui répondre. 9 000 € impayés, donc vous avez interrogé la Fédération équestre internationale au sujet de ce Nicolas De Ridder. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur lui ? La Fédération équestre internationale, elle va m'expliquer que plusieurs participants ont commencé à se plaindre. Il y a des officiels et des athlètes qui expliquent qu'ils n'ont pas été payés et qu'ils n'ont pas reçu leur récompense à l'issue des concours organisés par Nicolas De Ridder. La conséquence que ça va avoir, c'est que les compétitions organisées par Nicolas De Ridder vont être retirées du calendrier officiel de la Fédération équestre internationale et donc ne vont jamais avoir lieu.
Inès de Rouziers, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Sadri Fegailleur est jugé du 23 septembre au 2 octobre et le mardi 1er octobre, le jour où il est attendu pour s'exprimer longuement sur les faits. Vous essayez de l'interroger sur ses liens avec Nicolas de Rider. Il refuse de vous parler, mais sur Internet, sur de nombreuses photos, on voit qu'il connaît très bien l'homme d'affaires belge. Sur les réseaux sociaux, les deux hommes apparaissent régulièrement en photo ensemble lors de compétitions d'équitation. On les voit en train de sabrer du champagne, en train de rire, de se serrer la main. Ils ont l'air de se connaître assez bien. Au-delà de la question de ses liens éventuels avec Equestrian Cup, comment Sadri Fegailleur se défend pendant son procès ? Lui, il réfute le terme d'arnaque, il dit qu'il n'a jamais eu d'intention de tromper les clients. Il explique que quand il y a eu les premières plaintes des clients, il a mis en place des plans d'action pour répondre à leurs demandes et pour arranger la situation. Mais malgré les demandes répétées des avocats des parties civiles, il ne va jamais détailler ces fameux plans d'action. Vous l'avez dit, il y a 1600 parties civiles dans cette affaire. Les victimes, comment est-ce qu'elles ont vécu tout ça ? Très mal, parce qu'il faut savoir que ces victimes, elles ont été prélevées jusqu'à plusieurs milliers d'euros, donc ça les a mis dans une grosse difficulté financière. Et même pour les personnes qui ont été prélevées de moins de 100 euros par mois, ça a été très compliqué. On a par exemple pu parler à Manon, qui a eu un prélèvement récemment d'une 50aine d'euros. Mais ce qu'elle nous explique, c'est que 50 euros, c'est de l'argent qui peut lui servir à acheter de la nourriture, de la viande, à faire le plein de sa voiture, donc ça a été très compliqué. Sadri Fegailleur, est-ce qu'il semble avoir des remords au sujet de tous ses clients qui ont perdu de l'argent dans cette affaire ? Sadri Fegailleur, il n'exprime jamais de remords et on a un peu l'impression qu'il est en déconnexion totale avec ce qui lui est reproché. Par exemple, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que vers la fin du procès, la juge lui demande quels sont ses futurs projets parce que sa société, la SFAM, qui s'appelle maintenant Indexia, a été placée en liquidation judiciaire. Et donc lui, il explique qu'il est en train d'étudier un nouveau marché en Espagne et qu'en fait, il envisage de vendre des abonnements de télésurveillance à des retraités, donc des personnes âgées. Et quand il dit ça, ça sidère vraiment tout le monde dans la salle d'audience et il y a même des rires un peu gênés qui fusent de part et d'autre de la salle. Et les parties civiles avec qui j'ai pu m'entretenir me disent que vraiment ils ne comprennent pas et qu'ils ont l'impression qu'il ne retient pas la leçon. À la fin du procès, le mercredi 2 octobre, la procureure demande contre Sadri Fegailleur une peine de 2 ans de prison, dont 18 mois fermes et 300 000 euros d'amende. Elle demande également contre lui l'interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Le jugement sera rendu le 17 décembre. Inès de Rouziers, que disent les avocats des victimes aujourd'hui ? Quel est leur sentiment ? Leur sentiment, c'est que c'est loin d'être terminé. Déjà, ils attendent le jugement dans un premier temps, bien sûr, mais ce qu'ils attendent aussi, c'est de voir si la DGCCRF va ouvrir une nouvelle enquête sur cette histoire d'Equestrian Cup pour éclaircir les liens entre Nicolas de Rider et Sadri Fegailleur. Dans mes derniers échanges avec l'une des avocates des parties civiles, elle m'explique que pour elle, c'est loin d'être terminé et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Sadri Fegailleur. Merci Inès de Rouziers, votre enquête vidéo est à voir sur le compte YouTube du Parisien. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller et Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis on vous invite également à écouter Crime Story, le second podcast du Parisien, une affaire criminelle racontée chaque samedi par Claudia Prolongeau et Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.